Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur la COVID-19, l'ABC de la communication en période de crise. Pour débuter, je vais vous laisser la parole à M. Mario Bédard, président du conseil d'administration de Mallette. Mario, à vous. Bonjour tout le monde, bon matin. J'espère que ça va bien malgré tout. Comme je t'ai présenté, mon nom est Mario Bédard, je suis associé chez Mallette au bureau de Sainte-Foy et président du conseil d'administration de Mallette. Je suis très heureux ce matin d'avoir la chance de lancer ce premier webinaire d'une série de webinaires qu'on va faire. Ce premier ce matin qui est en collaboration entre le réseau Mallette et les gens de TAC Service Conseil. Donc, je vais avoir l'occasion tantôt de leur laisser la parole et de vous faire la présentation du webinaire. Je veux quand même, au début, vous parler un petit peu de Mallette. Mallette, c'est une firme comptable de 1000 personnes au Québec qui a 30 bureaux. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de cette crise pour vous aider à traverser cette période? Bien, on a mis en place, en plus de ces webinaires des réseaux Mallette, on a mis en place aussi des comités d'urgence en fiscalité, en service conseil et en ressources humaines. Tous ces comités produisent des bulletins régulièrement. Et je vous invite à aller consulter notre site internet mallette.ca dans lequel vous pouvez retrouver tous les bulletins qui ont été écrits sur les mesures mises en place par les gouvernements fédéraux, provinciaux et ainsi que Investissement Québec, la BDC, etc. Dernière petite affaire, à l'image de Dr. Arruda, nous avons aplati notre structure de travail pour faire en sorte de garder tous nos employés au travail. Donc, chez nous, 100% des employés sont encore disponibles en diminuant un peu leurs tâches. Ça leur permet de s'occuper plus de leur famille, de leurs enfants, avec ce qui est avec les garderies et les écoles. Mais par contre, 100% de nos employés sont encore au travail pour pouvoir répondre à 100% de nos clients sur toutes les demandes. Bien entendu, on travaille tous en télétravail. On était équipés pour faire ça. C'était simple pour nous de se mettre à 100% au télétravail, mais 100% de notre monde est encore disponible pour répondre à vos questions. Là-dessus, je laisse la parole à Luc Guillot et je vous souhaite un beau webinaire. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Luc Guillot. Je suis associé en service conseil chez Mallette et également associé responsable du réseau Mallette. J'espère que vous allez tous bien malgré la situation préoccupante que nous vivons actuellement. Bienvenue aux membres du réseau Mallette et aux invités à ce webinaire sur les stratégies de communication en temps de crise. Je tenais à m'adresser ce matin particulièrement aux membres du réseau Mallette. Plusieurs ont déjà eu l'occasion de se rencontrer lors des cercles virtuels que nous avons mis en place dans les dernières semaines. Et ces cercles-là, ben, ils leur servent justement à échanger entre eux sur les différentes stratégies qu'ils doivent mettre en place dans les prochains jours afin de passer à travers la crise de la meilleure façon possible. Dans les prochaines, il y aura aussi plusieurs webinaires avec des sujets plus pertinents les uns que les autres. Et évidemment, tous les membres auront la chance de se rencontrer en cercle virtuel afin d'échanger sur les meilleures façons de prendre les stratégies qui sont discutées et de les appliquer dans leurs entreprises de façon concrète. Je termine en vous rappelant que le réseau Mallette vise l'excellence en accompagnement des entrepreneurs et dirigeants en entreprise et que si vous avez des questions, des commentaires, on est très ouvert évidemment à y répondre. Alors, vous pouvez nous écrire sur l'adresse courriel réseaumallette@mallette.ca. Mallette, toujours avec 2 L et 2 T. Et sur ce, merci d'être là et je vous souhaite un excellent webinaire. Bonjour à tous, je me présente, Julie Blackburn, je suis directrice du réseau Mallette. Aujourd'hui, je vais être votre maître de cérémonie. Je veux vous expliquer quelques petits fonctionnements de l'application Teams pour ce webinaire, au cas où vous seriez moins familier avec ça. Donc, juste pour que vous sachiez, si vous passez votre souris au milieu de votre écran, vous avez un onglet avec un petit piton avec un point d'interrogation. Si vous cliquez dessus, il y a un volet à la droite de votre écran qui va apparaître où vous allez pouvoir nous poser des questions. Les questions qui vont être posées sur ce volet-là, seuls moi et les conférenciers, on va les voir. Par contre, on va pouvoir les accepter pour que tout le monde les voit également dans le fil d'actualité. Alors, tout au long de la présentation, vous pouvez nous écrire des messages ou des questions sur cet onglet-là.
parce que comme participant, on ne vous voit pas et on ne peut pas vous entendre également. Donc, avant de laisser la parole à nos deux conférenciers, je veux vous les présenter officiellement. Donc, je vous présente Mme Marie-Christine Saint-Pierre. Elle est directrice principale chez TAC Conseil au Bureau de Québec. D'abord journaliste, Marie-Christine a également été responsable des communications dans des grandes entreprises. Elle a mené de nombreux dossiers de gestion de crise et de réputation, de gestion du changement, de restructuration et de relations de travail. Nous avons également avec nous M. Jason Patuano, directeur principal chez TAC Conseil au Bureau de Montréal. Jason est directeur principal. Il a géré également développé la fonction des communications internes et externes au sein d'organisations importantes, et ce, autant au Québec qu'ailleurs au Canada. Il possède une expertise reconnue à titre de gestionnaire, de porte-parole, de conseiller stratégique, ce qui lui a permis d'œuvrer dans de nombreuses industries. Alors, je vais lui laisser la parole aujourd'hui car ils vont vous parler des éléments cruciaux en communication en période de crise. Jason, c'est à toi. Jason, ton micro, s'il vous plaît. Absolument, vous m'entendez bien? Parfait. Donc, merci beaucoup de l'opportunité qu'on a de vous présenter dans ce contexte assez particulier. La première diapositive que je vais vous présenter, en fait, c'est un petit peu une définition de ce que c'est une crise. Puis, en fait, là, si on s'arrête quelques minutes, on réalise que si on veut définir une crise en 2020, on a juste à dire COVID-19. Donc, on peut passer à l'autre diapositive, là, si ça peut aider peut-être les participants. Donc, ce qu'on vit présentement, c'est définitivement sans précédent. On peut le qualifier de crise et j'ai mis à l'écran une définition là, qui peut vous aider, mais si je l'aborde dans mes propres mots, on parle vraiment d'une situation qui nous rend tous vulnérables, qui va menacer l'intégrité, que ce soit de la société, de nos organisations. Ça peut ébranler la confiance des marchés. Ça compromet la continuité des affaires, puis dans plusieurs cas, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien. De façon un petit peu plus théorique, quand on parle de crise, il faut qu'il y ait comme 3 critères qui soient réunis pour créer, si vous voulez, une tempête parfaite, un perfect storm. Donc, qu'il y ait des impacts sur la vie humaine, qu'il y ait des impacts sur la réputation et qu'il y ait des impacts financiers. Et on le vit présentement. Il y a des gens qui sont en quarantaine volontaire ou obligatoire. Il y a des employés qui doivent prendre soin de leurs enfants ou d'un proche qui est malade. Il y a le télétravail qui, dans certains cas, se passe excessivement bien parce que les gens sont prêts. Dans d'autres cas, ça cause des enjeux. Puis dans certaines réalités, le télétravail, c'est pas très possible. Il y a les clients qui sont peut-être pas au rendez-vous. Hein. On a dû fermer des restaurants, des commerces, les événements ont été annulés. Il peut y avoir des enjeux d'approvisionnement, de livraison. Donc, il y a des impacts financiers qui sont importants. Il peut y avoir des mises à pied, des fermetures. Et en même temps, le COVID-19 ou la COVID-19, c'est une crise qui est globale, mais il y a une crise dans chacune de nos organisations, que ce soit vous, que ce soit nous chez TACT, tout le monde est en crise. Alors, ça crée énormément d'incertitudes. Et donc, c'est très important dans des temps comme ceux-ci de bien communiquer. Parce que vous le savez, la nature a horreur du vide. Donc, il faut combler ce vide, mais il faut le combler de la bonne façon. Alors, la question, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on se prépare? Et c'est ce qu'on va voir sur la prochaine diapo que Marie-Christine va vous présenter. Effectivement, la préparation est vraiment un facteur clé parce que ce n'est pas le fruit du hasard. Une crise qui est bien gérée avec une bonne capacité de réaction, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont préparés à l'avance et qui ont pu avoir une action qui est concertée. Donc, comment on fait pour se préparer, pour avoir le contrôle? Parce qu'en situation de crise, l'essence même d'une crise, c'est qu'on a une perte de contrôle à un certain moment. Mais il faut se rappeler qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on peut avoir un certain contrôle, c'est-à-dire les actions qu'on va poser, le timing, donc le temps de réaction, et également le message qu'on va livrer et la façon dont on va le faire. Donc, comment on réussit à mettre ces éléments-là ensemble? Tout d'abord, il faut parvenir à s'organiser. C'est la formation d'une cellule de crise, c'est vraiment établir un centre de décision. Ce n'est pas nécessairement votre équipe de direction. Il faut se rappeler qu'on est en crise et qu'on peut greffer en période de crise des fonctions essentielles dans l'organisation. Donc, qui on veut avoir
évidemment des gens qui sont reliés à tout ce qui est secteur considération financière, parce qu'avec la crise, notamment celle de la COVID, on le sait, ça amène une pression qui est importante sur les liquidités, des décisions d'affaires qui doivent être faites. Si on veut, avec les décisions qui doivent être prises, évidemment, il faut inclure les gens des ressources humaines là-dedans. Marketing, souvent développement des affaires avec tout ce qui est relation avec la clientèle. Si on parle de logistique, bien avoir des gens des opérations, des gens de l'approvisionnement, évidemment aussi des gens des communications qui, évidemment, vous direz peut-être qu'on prêche pour notre paroisse, mais avoir des personnes de communication qui vont être capables de livrer le bon message au bon moment, aux bonnes personnes de la bonne façon, c'est vraiment critique en situation de crise. Donc, il faut distribuer les rôles de façon claire. Il faut assurer une relève aussi, parce que, évidemment, lorsqu'on est chef d'entreprise ou on est gestionnaire, on s'imagine qu'on est là et qu'on ne flanchera pas, mais dans une situation de crise dans laquelle ça s'étire, où il y a un risque possiblement d'être malade également, mais il faut considérer cette perspective-là également, que c'est possible que vous puissiez être malade. Donc, qui va assurer une relève, qui va assurer la relève des personnes au sein de la cellule de crise, il faut le considérer. Et un exemple de ça, bien, la semaine dernière, François Legault, qui donne ses points de presse quotidiens à 13h maintenant, on le sait, depuis maintenant exactement 3 semaines aujourd'hui, s'est fait remplacer par la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, donc il n'y a personne d'irremplaçable et il faut vraiment le prévoir. Également, convenir aux besoins d'une fréquence de rencontre. Avec la COVID, tout va vite, il y a des développements à peu près à tous les jours. Donc, il faut être en mesure de faire des mises à jour régulièrement. Chez TACT, par exemple, on a mis sur pied une cellule de crise qui s'occupe de voir l'impact des différentes choses à tous les jours, qu'est-ce qu'on va annoncer, comment on va communiquer aux employés. Et cette cellule-là, on a décidé de faire une rencontre quotidienne tous les jours à 8 heures du matin. Donc, on démarre la journée avec ça. On fait un compte-rendu de ce qui s'est passé la veille, les nouvelles choses, ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on doit communiquer. Donc, on sait qu'à tous les jours, on a cette rencontre-là de façon statutaire pour être certain de ne rien échapper. Évidemment, cette cellule de crise-là, ce qu'il faut penser, en tout temps, il faudrait avoir un plan de contingence, évidemment, pour prévenir les crises, pour être capable de se donner un bon temps de réaction, d'être bien organisé. Mais avec la COVID, il faut se préparer aux impacts, parce que c'est plusieurs crises dans la même crise. Il peut y avoir des nouveaux éléments qui se présentent qui, en temps normal, vous vivez peut-être une crise par année, une crise aux 5 ans, mais là, c'est possible que vous en viviez 3-4 au sein de votre entreprise à l'intérieur d'un mois. Donc, il faut essayer de prévoir quelles peuvent être ces crises-là, ces éléments-là, identifier vos zones de vulnérabilité. Évidemment, on en a parlé, les liquidités, si vos employés sont malades, les décisions gouvernementales. Bon, au début, on était en télétravail. Maintenant, tout ce qui n'est pas essentiel a dû être arrêté. Donc, vous voyez cette cascade d'événements-là qu'il faut le plus possible être en mesure de prévoir. Bref, de faire une gestion des risques avec des mesures de mitigation. Lorsqu'on a ce plan-là qui est fait, qui est quand même structuré, qui va nous donner une capacité de réaction, il faut aussi être capable de structurer nos communications. On doit vraiment identifier à qui on doit parler. Donc, nos gens à l'interne, nos employés, évidemment. Il ne faut pas oublier notre conseil d'administration, les actionnaires, les syndicats aussi. Et dans une période comme celle-là, les syndicats, il ne faut pas les oublier. Il faut les voir également souvent comme des partenaires qui permettent d'aller vérifier certaines actions qu'on peut poser, s'assurer également d'avoir le pouls des employés dans certains cas. Donc, c'est une clientèle qui est importante. À l'externe, évidemment, on parle de nos clients, on parle des partenaires, les banques, évidemment, dans une situation comme celle-là. Nos fournisseurs, parce que la chaîne logistique, la chaîne d'approvisionnement risque aussi d'être affectée. Donc, il faut vraiment avoir cette vision d'ensemble-là. Et j'ai travaillé sur de nombreux mandats en situation de crise et à toutes les fois, je suis surprise de voir que les listes ne sont pas prêtes. Puis, effectivement, en temps normal, on n'a pas toujours besoin, mais si vous êtes en mesure d'avoir pas tellement loin votre liste de fournisseurs avec la personne contact à privilégier, avec les coordonnées, lorsqu'on veut se donner de la marge de manœuvre, lorsqu'on va être capable d'agir de façon rapide, il faut vraiment avoir ça à portée de main, pas très loin, pour pouvoir intervenir rapidement.
Comment on communique? Bien, je vous dirais qu'en période de crise, évidemment, ce n'est pas nécessairement le temps de commencer à tout vouloir réinventer la roue. Je vous dirais de continuer à communiquer comme vous le faisiez normalement. Le courriel demeure évidemment un moyen à privilégier. Les discussions aussi téléphoniques ont toujours leur place ou encore par vidéoconférence, évidemment. Si vous aviez une infolettre et tout ça, les médias sociaux sont considérés également lorsqu'on doit communiquer à un plus grand nombre. Évidemment, si vous n'aviez pas déjà une base en termes de médias sociaux, ça va peut-être être plus difficile, mais c'est peut-être une opportunité également de les mettre sur pied afin d'aller rejoindre une clientèle que vous n'aviez, avec lesquelles vous n'aviez pas nécessairement un lien direct par le passé. Désigner un porte-parole de façon claire qui va être capable de livrer le message. Par exemple, si vous communiquez de façon quotidienne avec vos employés, bien, assurer une continuité, peut-être toujours la même personne qui signe les courriels, évidemment, tout en prévoyant une relève, bien sûr, et vous assurer de livrer un message qui est simple, qui est clair, qui est précis, qu'il n'y a pas de contradiction dans l'organisation et adapter vos messages aussi. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça, si vous êtes propriétaire d'une résidence pour personnes âgées, dans le contexte actuel, c'est bien certain que vous n'allez pas communiquer de la même façon à vos employés qui vont devoir, auxquels vous allez communiquer les façons de se protéger, la petite tape dans le dos pour les encourager dans un contexte difficile et tout ça. Et vous n'allez pas communiquer avec eux de la même façon que vous allez communiquer aux familles des résidents qui, eux, ne peuvent pas venir visiter leurs parents et tout ça. Donc, de leur rappeler le pourquoi et les interdictions qui sont en cours, peut-être des façons de communiquer avec leurs proches. Donc, vous voyez que on est dans la même situation et que le message à livrer est complètement différent d'une personne à une autre. Lorsqu'on parle de rendre un message, évidemment, on pense beaucoup au gouvernement du Québec et ce fameux rendez-vous quotidien qui est en place avec le Dr Horacio Arruda, notre premier ministre François Legault, la ministre de la Santé, Mme McCann, et des joueurs qui vont venir se greffer selon la pertinence du moment. Ici, sur l'image, Marguerite Blais, donc, qui est ministre responsable des aînés. Au besoin, le ministre de l'Éducation pourrait se joindre, donc d'aller chercher des expertises, des gens qui vont avoir la crédibilité pour parler d'un sujet particulier. Pourquoi ces points de presse-là sont très appréciés? Bien, tout d'abord, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est rassurant. On se rappellera dans la crise du verglas, André Caillé et Lucien Bouchard avaient adopté à peu près la même approche. Et c'est une approche qui est reconnue, qui est appréciée. Il n'y a pas de zone de gris. La communication est claire. On a un ton rassurant aussi. Le ton du premier ministre François Legault est très, très apprécié. On sent une transparence. Les porte-paroles, donc, font preuve d'empathie. La petite tape dans le dos avec les remerciements. Donc, on a l'impression qu'il y a une considération pour tout le monde et qu'il n'y a pas de vide parce qu'on communique vraiment à tous les jours. On explique le pourquoi on le fait avec une certaine transparence. Et ça m'amène à aborder une question. Est-ce qu'on doit tout dire? C'est une très bonne question. Dans ces points de presse-là, on essaie d'être transparent sur le nombre de cas et tout ça. Puis il faut le faire parce qu'à un moment ou une autre, en situation de crise, si on essaie de cacher des choses, c'est bien des chances que ça va rebondir à un certain moment donné. Et là, il y a toute la question de l'équipement médical sur lequel on se voulait très rassurant depuis une semaine. Mais hier, finalement, on a fini par dire que les réserves étaient peut-être plus courtes que ce qu'on avait anticipé et qu'il y avait éventuellement un risque de pénurie. Donc, vous voyez, même si on a voulu être rassurant, à un certain moment, on ne peut plus cacher ce qui se passe réellement. Et donc, on a tout intérêt à agir avec transparence, évidemment, pour maintenir le lien de confiance qui est si important en période de crise. Donc aussi, il y a tout ce qui est appel au bien commun, parce qu'on est tous dans le même bateau dans cette situation-là. Puis ce qu'on remarque, c'est que les gens veulent faire leur part dans l'ensemble, veulent contribuer. Les gens sont allés donner du sang, des retraités du secteur de la santé qui ont manifesté leur intérêt pour revenir avec plus de 10 000 CV qui ont été reçus. Donc, on voit que cette cellule-là est bien organisée. Même dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, au cours du week-end dernier, on a présenté l'ensemble de la cellule de crise du gouvernement en ce moment. Il y avait 2 pages pleines, donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez important, de bien structuré. Donc, c'est bien organisé, c'est géré en continu, on donne une information et c'est ce qui m'amène à vous parler du cycle de communication. Parce que c'est bien d'être organisé, mais il faut aussi avoir une structure dans la façon dont on communique. Le cycle de communication,
c'est d'abord, on l'a simplifié pour le rendre en 4 étapes. Donc, la première étape consiste à faire une mise à jour tout d'abord au début, d'analyser à partir de l'information reçue les impacts sur notre entreprise, sur l'ensemble de nos clientèles, de nos publics, de s'organiser, de prioriser par la suite, d'aller communiquer et ensuite on recommence encore. Et évidemment, c'est ça pour une crise qui dure 2-3 jours. Ce cycle-là, des fois, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 journée. Mais là, on est dans une crise qui s'étire, qui s'allonge, dont on ne voit pas encore totalement l'issue, ou du moins pas un horizon de temps. Donc, une fois qu'on a fini la communication, on revient avec la mise à jour et la rétroaction aussi, parce que c'est important d'avoir appris des actions qu'on a posées. Donc, pour ce qui est de la première étape, la mise à jour, faut suivre évidemment tout ce qui se passe au plan des mesures gouvernementales, des autorités de santé publique. On en a parlé, les fameux points de presse gouvernementaux, autant au fédéral qu'au provincial. On s'intéresse aussi à nos développements à l'interne, nos employés. Qu'est-ce qu'on entend sur le terrain? Quelles sont leurs préoccupations? Est-ce qu'ils ont des craintes, par exemple? Si vous travaillez dans une usine, j'ai des clients dans le secteur manufacturier où là, les employés sont inquiets. Est-ce qu'on doit se présenter sur les lieux de travail? Est-ce qu'on est vraiment protégé? Pourquoi d'autres usines sont fermées? Pas nous. Même si on est service essentiel, est-ce qu'on est vraiment essentiel et tout ça? Donc, c'est quand même des préoccupations dont il faut tenir compte parce que, vous le savez, en parallèle, il faut être capable de maintenir la productivité aussi. Donc, c'est important de s'y attarder, d'être à l'écoute de ces signaux-là. Il y a des parents aussi qui sont fatigués en télétravail parce qu'ils doivent gérer les enfants en même temps. Donc, c'est ce genre d'intervention-là auquel il faut être à l'écoute et éventuellement être en mesure de prendre des actions. Tout ce qui est développement à l'externe aussi. Nos clients, certains ont aussi cessé leur activité. Certains vont se retrouver en difficulté financière. Donc, c'est tout ce qui est l'intelligence d'affaires, nos fournisseurs également, tout ce qui est chaîne logistique. On ne peut pas qu'il y ait une rupture. Donc, c'est une cascade. Et ça se vérifie en continu dans une crise comme celle-là. Il faut vérifier. Des liens utiles, vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement du Québec, gouvernement du Canada. Effectivement, Mallette, Mario l'a mentionné tout à l'heure, a une magnifique synthèse de toutes les mesures qui sont prises par les autorités gouvernementales avec les impacts pour les entreprises. Donc, c'est des ressources qui sont à votre disposition et n'hésitez pas à en disposer. Si on va à la deuxième étape maintenant du cycle de communication, là, on est vraiment dans l'analyse des impacts. Donc, il faut toujours se demander, on identifie un impact, mais qui va en subir les conséquences? Est-ce que ça sera davantage au plan des opérations, notre logistique, avec des impacts financiers, notamment des fermetures, des coupures de postes? À l'interne, l'impact des fermetures des garderies il y a quelques semaines sur les employés, ceux qui doivent prendre soin d'un poste, d'un proche plutôt, ceux qui éventuellement pourraient être malades également, et l'onde de choc que ça peut créer dans une entreprise qui est toujours au travail. Lorsqu'on parle des impacts, il faut regarder aussi tous les côtés. Par exemple, je vous parle de la prestation d'urgence de 2 000 qui a été annoncée au début de la semaine dernière par le gouvernement fédéral. Évidemment, ça peut apparaître comme une très bonne nouvelle pour les travailleurs. Mais lorsqu'on parle d'analyse des impacts, il faut également aller un petit peu plus loin. On s'est aperçu par la suite que c'était une mesure qui, bien qu'elle était très positive pour certains travailleurs qui perdaient leur emploi, avait des effets pervers quand même très, très importants pour plusieurs entreprises dont les travailleurs sont payés souvent au salaire minimum ou à plus faible salaire et qui pourtant sont des services essentiels, qu'on pense aux préposés aux bénéficiaires, par exemple, ou encore aux gens qui travaillent dans les épiceries. Donc, ils se demandent pourquoi je resterai au travail, que je risquerais d'être contaminé alors que ce serait plus payant pour moi de bénéficier de l'aide d'urgence de 2 000 $ du gouvernement fédéral. Donc, vous voyez à quel point l'analyse des impacts est importante et à partir de là, de se faire un plan de match, un plan sur différents points. Et par rapport à ces impacts-là, si on revient aux 2 000 $, il y a des mesures à prendre éventuellement auprès des employés, mais aussi, vous devez être conscient
que dans le contexte dans lequel on est, le gouvernement n'est pas parfait non plus. Les décisions doivent se prendre rapidement. Donc, il y a moyen également de faire des représentations auprès du gouvernement, le cas échéant. On a vu des résidences pour personnes âgées le faire. Il y a peut-être des mesures qui s'en viennent pour venir bonifier le salaire des préposés aux bénéficiaires des épiceries qui ont annoncé des primes pour certains de leurs employés. Et également, lorsqu'on parlait de services essentiels, au départ, les alumineries n'en faisaient pas partie. Ils ont fait des représentations auprès des gouvernements et ont fait valoir que s'ils arrêtent les opérations, bien, ça fige dans les cuves et c'est tout simplement impossible d'arrêter les opérations. Et le gouvernement leur a donné raison. Donc, si vous êtes dans une situation qui est difficile, vous pouvez toujours garder cette porte ouverte-là de faire des représentations, le cas échéant, pour faire valoir votre situation ou même d'y aller via une association sectorielle là, qui a un poids pertinent pour pouvoir arriver à faire bouger les choses. Les liens également par rapport aux décisions qu'on doit prendre pour les ressources humaines. Il y a l'Ordre des conseillers en ressources humaines qui a produit un document très efficace pour dire, bon, comment on fait les mises à pied? Est-ce qu'on doit donner un préavis de 2 semaines? Ces choses-là, donc c'est très bien expliqué. Et encore différents cabinets d'avocats, comptables, dont Mallette, qui donnent l'information là, à jour pour certaines décisions qui doivent être prises dans les entreprises. Par rapport maintenant aux impacts, il faut toujours voir qu'il y a un autre revers à la médaille, qui est celui des opportunités à saisir. Et il y en a des entreprises, Jason nous les présente maintenant, qui ont su identifier les besoins en période de crise pour pouvoir se positionner efficacement. Tout à fait, Marie-Christine. La crise peut être aussi une occasion de bien faire les choses sans toutefois, bien entendu, être opportuniste ou mercantile là, dans le sens négatif de l'expression. Au fond, la ligne directrice, c'est qu'il faut faire les choses pour aider nos clients ou la société. J'aurais pu nommer là, un paquet d'entreprises, mais ce que vous voyez à l'écran, c'est certains des exemples qui ont capté notre attention. Quand on pense à Saint-Hubert, ils ont été probablement la première chaîne de restauration à prendre la décision de fermer leur salle à manger le 15 mars. Et ils ont eu l'occasion de faire la promotion, en fait, de leur service de livraison. Donc, ils étaient au tout début de la pandémie et les autres chaînes de restaurants ont suivi. Donc, en prenant une décision proactive comme ça, et la chose qui les motivait, c'était la sécurité de leurs employés et de leurs clients, ils ont transformé ça en opportunité de faire la promotion d'un aspect de leur entreprise. Vidéotron, je pense qu'on a tout entendu parler, c'est le retrait des limites d'utilisation de données de leur forfait. Le but, c'était d'aider les familles à rester connectées. Et on a vu par la suite une campagne de publicité à cet effet-là, une campagne de marque. On appelle ça brand, qui permettait de voir des gens dans leur quotidien en train d'échanger. Donc, on a transformé une situation précaire en opportunité de développement de marque. Mais encore une fois, il faut le faire de la bonne façon puis pour les bonnes raisons. Bauer, qui est un géant équipementier de hockey, qui a développé en fait des visières protectrices qui vont être utilisées à des fins médicales. Ils se sont engagés à produire 300 000 masques. Et ce qui est assez louable dans l'exercice, c'est qu'ils ont mentionné, se sont commis, que si jamais il y avait des profits qui se dégageaient de cette opération-là, ils remettraient les profits aux œuvres de charité. Donc, encore une fois, on ne fait pas les choses de façon mercantile, mais on regarde nos affaires, on regarde notre business, puis on se dit, qu'est-ce que moi je peux faire dans mon entreprise, dans ma chaîne d'approvisionnement puis d'opération pour faire une différence dans la crise? Le Comité olympique canadien, c'est un autre bon exemple. Le président du comité, David Shoemaker, a annoncé, avant que le CIO, le Comité international olympique, se positionne, que la santé passait avant les médailles. Donc, pour eux, ce qui est important, c'était d'annoncer qu'ils allaient garder les athlètes au pays avant l'annonce du Comité international olympique. Ça a fait couler beaucoup d'encre, mais en même temps, à long terme, à moyen et à long terme, on réalise fort bien que la décision était bonne. Donc, il y avait un rôle de leadership qui a été exercé et ça, le leadership en gestion de crise, c'est la chose la plus importante. Ces opportunités-là, ils émanent d'une bonne analyse des impacts. OK? Donc, l'étape 2 du cycle de communication que Marie-Christine décrivait, c'est justement ça. C'est l'analyse des impacts. Donc, si vous faites une bonne job de ce côté-là, ça va vous permettre de prendre des décisions qui sont éclairées. Là, la prochaine étape, une fois qu'on a fait cette analyse-là, c'est de passer à l'étape de l'organisation, de la priorisation puis le déploiement des actions. Okay? À cette étape-là, ce qui est important, c'est vraiment de clarifier les rôles et responsabilités et de séquencer clairement les actions.
Et là, les membres de la cellule de crise doivent absolument, et je mets l'emphase là-dessus, être investis dans le processus. Et il ne faut pas sous-estimer le temps que ça va prendre. C'est pour ça que Marie-Christine disait tout à l'heure que les membres de l'équipe de cellule de crise ne sont pas nécessairement les membres de l'équipe de direction. Il faut s'assurer que les gens qui sont sur cette cellule-là ont du temps à consacrer à ça. Et donc, ils doivent être investis dans le processus. Il faut définir à ce point-là le plan de communication. Et là, ce qu'on vit en ce moment, c'est un exemple parfait de l'importance d'être prêt avant que la crise se présente. Ceux qui sont prêts avant que ça se présente vont sauver beaucoup de temps, vont être plus rapides, vont être plus agiles. Alors, la chose à faire, il faut connaître nos publics. Marie-Christine le mentionnait tantôt, mais on parle, admettons, des employés. Un groupe d'employés, ce n'est pas homogène. Dans le cas qui nous intéresse, il peut y avoir des employés de bureau, il peut y avoir des employés d'usine, il peut y avoir des employés distribués dans différents sites à travers la province, à travers le pays, il peut y avoir différentes langues. Donc, il faut savoir comment on s'adresse à ces gens-là. Il y a peut-être des canaux de communication qui sont différents. Dans notre analyse d'impact qui, idéalement, se ferait avant, si on se rend compte qu'on n'a aucun moyen de communiquer avec un groupe d'employés spécifiques parce qu'ils n'ont pas d'adresse courriel, ils n'ont pas accès à l'intranet, mais il faut trouver une solution avant que la crise arrive. Conseil d'administration, clairement, Marie-Christine l'a mentionné, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour pouvoir s'assurer que les décisions soient prises puis qu'on ait le soutien du conseil. Les clients, les fournisseurs, les investisseurs, il y a aussi les régulateurs et les législateurs, dans le sens où si on est dans les services financiers, il faut s'assurer que l'AMF, par exemple, soit bien au fait des décisions qu'on prend. Les associations sectorielles, les ordres professionnels, les médias, les influenceurs, parce qu'on peut, dans certains cas, se servir des influenceurs pour nous aider à passer un message. On a l'exemple de François Legault qui a fait appel aux influenceurs pour demander aux gens de rester à la maison et de faire attention, de se réunir, de privilégier la distanciation sociale. Et on a vu que ça a eu un effet. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. L'autre étape importante, c'est de mettre sur papier toutes les questions qui pourraient vous être posées, même celles que vous n'aimez pas. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec de nombreux dirigeants qui me disaient « Ah, ça, cette question-là, mets pas ça sur la liste, je ne l'aime pas, la question. » Le point ici, ce n'est pas si tu aimes la question ou pas. En fait, si tu n'aimes pas la question, les chances sont assez élevées que cette question-là ressorte. Donc, le document que vous allez faire, ce n'est pas nécessairement un document que vous allez partager à l'externe ou que vous allez partager avec les employés, mais le but, c'est de se préparer à toute éventualité. Donc, faites la liste de questions sur tous les thèmes et assurez-vous d'avoir les réponses. Ce que vous ne voulez pas, c'est d'arriver devant le fait accompli puis de ne pas être en mesure de répondre aux questions de vos clients, de vos fournisseurs, de vos employés et même des médias. Et de grâce, outillez vos gestionnaires. C'est une chose à ne pas négliger. Trop souvent, dans des organisations, les décisions se prennent au niveau de la très haute direction, mais le mid-management, donc les directeurs, etc., ne sont pas outillés pour répondre. Et ces gens-là sont ceux qui négocient quotidiennement avec leurs équipes. Donc, on peut penser à se développer un guide du gestionnaire avec nos attentes, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux dans le contexte de crise, les choses à faire, à ne pas faire, des meilleures pratiques, des ressources. Donc, assurez-vous d'outiller vos gestionnaires. Également, c'est bien important que vous soyez la source d'information de vos employés et que vous leur rendiez la vie facile. Marie-Christine faisait référence à des liens qui étaient accessibles, etc. Il y a énormément de réseaux informels dans les organisations. Donc, ce qu'on veut s'assurer, c'est que toute l'information critique provienne de l'entreprise. Ce qu'on veut éviter, c'est la rumeur, c'est la désinformation, parce qu'une fois que la rumeur commence dans une organisation, c'est très, très dur de l'arrêter. La prochaine étape, bien entendu, maintenant, c'est de communiquer. Et là, on passe à l'étape numéro 4 du cycle de communication. La première règle, rappelez-vous de ça, il faut privilégier vos employés, puis il faut répondre à leurs besoins de base. Alors, ça prend des réponses qui sont simples, concises et honnêtes. Voici le genre de questions que les employés se posent dans un contexte comme aujourd'hui. Est-ce que mon employeur fait ce qu'il faut pour que je sois en sécurité? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que mon emploi est à risque? Est-ce que mon employeur fait tout en son pouvoir pour protéger mon emploi? Est-ce que je vais être en mesure de payer mon épicerie ou mon loyer?
Est-ce que je peux contribuer à l'effort de survie de l'organisation? Si oui, comment? Donc, vous voyez, on n'est pas dans les questions à 32 000 pieds. Dans une situation de crise, on revient aux besoins de base des individus. Donc, ça peut vous donner une ligne directrice pour vous dire, OK, de façon prioritaire, c'est quoi les messages que je dois adresser en premier? Une fois que vous allez rassurer les gens, même si vous n'avez pas toutes les réponses, si vous rassurez les gens, vous allez contribuer à maintenir un niveau d'engagement et de productivité dans votre organisation. Et évidemment, ça va contribuer à limiter la propagation de la rumeur et la désinformation, encore une fois, qui peut émaner des réseaux informels. Puis quand je parle de réseaux informels, c'est qu'il y a des gens à l'extérieur du travail, et je ne vous apprends rien, ce sont des amis, ce sont des conjoints, ce sont des gens qui covoiturent ou qui covoituraient. Donc, ces réseaux-là, il faut s'assurer de minimiser les échanges qui ne sont pas factuels. OK? Il faut également s'assurer d'offrir des ressources et des outils nécessaires pour les gens et pour les employés. Sans quoi, bien, ça va impacter la productivité, mais ça va impacter aussi l'engagement des employés dans le travail. Donc, assurez-vous d'avoir des personnes ressources identifiées. Le télétravail également, on l'a vu, il y a beaucoup d'organisations qui n'étaient pas très à l'aise avec le télétravail pré-COVID-19. On entendait même des gens dire, écoutez, dans une équipe de 10 personnes, je ne veux pas qu'on soit tous en télétravail en même temps, on va se faire un calendrier. Quand on se rend compte, dans la situation actuelle, le Québec roule en télétravail présentement. Dans la plupart des industries, c'est sûr qu'au niveau manufacturier, on ne s'en sort pas. On ne peut pas produire des pièces de voiture à la maison. Mais tout ça pour dire que le télétravail devient une solution qui va être de plus en plus implantée. Assurez-vous, si vous n'êtes pas déjà prêt présentement, assurez-vous de l'être dans le futur. Okay? Ça peut vous aider dans la continuité de vos affaires. C'est important également d'être proactif, d'être cohérent et surtout d'être transparent. C'est sûr que la transparence à court terme, ça peut générer chez vous de l'inconfort. Ça peut même générer chez les employés de la déception, de l'incompréhension et même de la grogne. Mais à moyen terme et à long terme, il va y avoir énormément d'impact positif sur votre crédibilité et vous allez ressortir en meilleure posture et avec une plus grande confiance. Donc, c'est sûr qu'au départ, quand on dit à des gens qu'il y a de l'incertitude dans notre entreprise, qu'il peut y avoir des mises à pied, vous allez créer de l'inquiétude. C'est certain. Toutefois, les gens vont respecter. Pour l'avoir vécu personnellement dans le passé, les gestionnaires qui sont honnêtes vont récupérer le fruit de leur honnêteté. Alors, je vous encourage fortement à avoir le courage de prendre des décisions et de les communiquer. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'attarder au ton de nos communications. Puis Marie-Christine, le bon ton est définitivement essentiel dans la situation qu'on vit présentement. Oui, puis tu le dis, Jason, c'est vraiment une question, on veut être rassurant. Puis là, bien sûr, je vous entends penser, oui, mais comment voulez-vous qu'on soit rassurant quand on doit faire des mises à pied, quand des gens sont malades, quand on sent que le virus est peut-être de plus en plus présent dans notre communauté? En gestion de crise, la façon de rassurer, des fois, bien, évidemment, c'est de montrer qu'on est en contrôle, qu'on saisit bien l'ensemble de la situation et qu'on prend les choses au sérieux. Mais c'est aussi de mettre l'accent sur les éléments qui nous sont plus favorables. Là, je vous entends encore, ouais, mais il n'y a pas grand-chose de favorable dans ce qu'on vit en ce moment. Peut-être, si on regarde, mais il faut s'attarder à ces éléments-là. Donc, vous prenez des décisions et expliquer pourquoi vous le faites et insister sur ce que vous faites. Si vous faites des mises à pied, c'est pas agréable. Si vous devez couper des salaires, c'est pas agréable. Mais pourquoi vous le faites? Pour protéger les liquidités de l'entreprise, pour réduire les coûts, pour s'assurer que lorsque la crise sera passée, lorsqu'on va passer à autre chose que la COVID-19, bien, les emplois vont être toujours là, ils vont être protégés. Donc, oui, la transparence est hyper importante. C'est payant à long terme, mais il faut mettre l'accent quand même sur ce qu'on fait, les actions qu'on prend et ne pas donner l'impression qu'on se cache ou qu'on espère juste mettre tout ça en dessous du tapis et que ça va se régler par magie. C'est pas comme ça, vous le savez, bien entendu, que ça va se passer. Il faut que vous démontrez à vos parties prenantes, à vos publics, que vous faites ce qu'il faut pour que ça passe. Faire preuve de compassion, évidemment, dans le message, c'est important. Les entreprises sont durement affectées. Les chefs d'entreprise, les actionnaires encaissent des pertes importantes. Mais il faut voir aussi que cette crise-là que vous vivez
bien, ça se vit dans chaque famille également en ce moment. Les gens qui doivent gérer des situations à la maison, des gens qui perdent leur emploi. Donc, d'être capable d'avoir cette empathie-là, cette compassion à l'endroit des gens qui sont touchés autour de nous, notamment les clients. Évidemment, il y a une question d'affaires là-dedans, on le comprend, mais moi, j'ai pour mon dire que même des mises à pied, lorsque c'est bien fait, lorsque c'est fait avec respect, avec empathie, ça passe toujours mieux. Donc, c'est important que les gens se sentent respectés. Le ton est hyper important là-dedans, la transparence. Faut être réaliste, pas trop pessimiste, pas trop optimiste. Faut pas donner de faux espoirs alors qu'on ne sait pas trop de quoi demain va être constitué. Faut pas être pessimiste non plus parce qu'il faut garder quand même cet espoir-là. Donc, la ligne, oui, peut paraître mince, mais en étant transparent, on reste dans la bonne zone. Et faut donc être dans l'action, montrer qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Et aussi, dans la situation dans laquelle on se trouve, si on veut être responsable, il faut aussi préparer la sortie de la crise parce que ça ne se fera peut-être pas du jour au lendemain. Il y a des chances qu'on passe de la situation dans laquelle on est de confinement, qu'il y a une période de transition dont on évalue plus ou moins la durée ou comment ça va se passer pour l'instant, et un retour. Bon, on le sait, peut-être pas nécessairement la normale, mais une nouvelle normalité, mais il faut déjà se préparer pour être capable de prévoir ce qui s'en vient par la suite, être capable de planifier notre relance. Comment on peut s'y prendre? Bien, c'est des fois de se mettre dans l'action même avec l'équipe, et il faut arriver à répondre à des questions. C'est vrai aussi pour toutes les crises. Il faut démontrer que l'entreprise est en contrôle. Il faut renforcer le sentiment d'appartenance et l'engagement de nos employés, rebâtir notre réputation. Il va falloir à un certain moment aussi, pour certains commerces, pensons par exemple aux commerces qui sont dans la restauration, qui sont très actifs normalement, avec des publicités et tout ça, qui sont très visibles. Bien, ces gens-là, peut-être après 2-3 mois, il va falloir qu'ils rebâtissent leur notoriété parce que, bon, la mémoire, vous le savez, est une faculté qui oublie, donc il faut revenir à la charge, il faut se réétablir. Donc, il y a quand même un travail de reconstruction qui va être là à faire pour regagner la confiance des consommateurs, en plus de se rappeler à leur mémoire, rétablir les relations avec les partenaires. Et c'est pour ça aussi que ces relations-là, c'est important de les garder vivantes, de continuer à communiquer en continu, parce qu'on ne veut pas tout arrêter pendant 3 mois puis recommencer à exister après. Le travail à faire pour planifier, pour revenir à une relance va être beaucoup trop important. Donc, c'est important de donner de l'amour en continu à toutes vos parties prenantes et de voir déjà comment on va bâtir la suite. Et si on planifie la relance, je vous dirais qu'en sortie de crise, ce qu'il faut faire aussi, c'est de planifier la prochaine crise en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres et surtout pas une autre comme celle-là. Mais il faut voir dans la mesure, est-ce que mon plan de contingence était prêt? Là, on voit que certaines entreprises n'étaient pas prêtes à faire du télétravail. Donc, quelles mesures je peux prendre? Est-ce que je dois davantage me tourner vers des mesures qui vont permettre le télétravail? Comment je peux optimiser le processus de mon plan de gestion de crise? Est-ce que j'ai vu les individus qui se sont levés dans mon entreprise, qui sont particulièrement efficaces pour gérer des situations difficiles? On s'assure que ces gens-là soient sur une cellule de crise avec un plan de contingence qui est bien fixé. Donc, on anticipe, on se prépare par la suite et on se souhaite tous, évidemment, un retour à la nouvelle normalité le plus rapidement possible. Alors, merci de votre attention, puis on est maintenant disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marie-Christine. J'ai reçu énormément de questions pendant votre présentation. Je vais commencer par vous en poser plusieurs, en fait, qui englobent tout le même sujet, fait que toi et Jason, vous allez pouvoir y répondre. Donc, beaucoup de questions. Est-il dangereux de trop communiquer? Quoi et comment communiquer lors des communiqués publiés sur les réseaux sociaux? À quelle fréquence le faire? Donc, voici, j'ai vraiment beaucoup de questions à cet effet-là. Bien, en fait, est-ce qu'on peut trop communiquer? Si on communique bien, ce n'est pas un problème de trop communiquer. Il faut juste s'assurer qu'on communique les bonnes choses de la bonne façon au bon public et dans le bon contexte. Tantôt, Marie-Christine faisait référence aux résidences de personnes âgées. Il faut faire attention de la façon dont on communique. Les équipes sur place sont fatiguées, sont sollicitées, etc. Donc, il faut adapter notre ton. Si on fait juste parler de notre performance financière, si on parle
des mesures qui doivent être prises pour redresser l'entreprise, etc., peut-être que de communiquer ça en ce moment, c'est pas nécessairement le temps. Donc, ce qui est bien important, c'est de s'assurer que les besoins de base, comme je disais tout à l'heure, des employés sont comblés, de s'assurer d'être au courant de ce qui se passe aussi. Donc, chez TACT, on fait des vigies, des veilles quotidiennes pour s'assurer qu'à chaque point de presse, on comprenne ce qui se passe. Puis quand on communique à l'interne avec nos employés, bien, on sait exactement quoi répondre si un employé nous pose la question. Bien, écoutez, il y a une mesure du gouvernement en ce moment qui pourrait subventionner 75% des salaires des employés, etc. Est-ce que ça va avoir un impact sur nous autres? Si on n'est pas au courant de ça, on va se retrouver, excusez l'expression, les culottes à terre là, devant ces questions-là. Donc, on ne peut pas trop communiquer, mais il faut bien communiquer. Et pour ça, ben, ça prend le temps de s'asseoir puis d'identifier c'est quoi nos objectifs de communication, qu'est-ce que nos différents publics ont besoin. Puis une fois que ça c'est fait, moi, je pense que de créer un point de contact régulier, fait que, tu sais, il ne faut pas communiquer 15 fois par jour, mais on peut décider, selon l'organisation, de dire on fait une communication hebdomadaire en ce moment, mais si la crise évolue et que les choses vont mieux, on doit réadresser la fréquence. Peut-être que hebdomadaire, c'est plus nécessaire. En début de crise, on peut le faire quotidien. Après ça, hebdomadaire. Peut-être qu'après ça, aux 2 semaines, ça fait du sens. Mais là, on est plus loin dans la crise. Mais on peut adapter la fréquence, le ton, puis le contenu du message. Donc, on peut jouer avec ça quand on communique. Et l'important, c'est d'assurer une certaine prévisibilité. C'est certain qu'en début de crise, on collabore de façon, on communique de façon plus régulière, on le fait pratiquement à tous les jours. C'est ce qu'on a fait chez TACT depuis le début de la crise, toujours les éléments de mise à jour. Mais là, on se rend compte qu'on est dans une période où on a moins de nouveaux. On communique plus nécessairement à tous les jours, mais on le dit. On constate qu'il ne faut pas qu'il y ait soudainement un silence radio. C'est un peu comme avec les enfants. Lorsque c'est trop silencieux, il faut se poser des questions. Donc, si on prévoit diminuer la fréquence des communications, il faut être en mesure de dire, bon, on ne communiquera plus à tous les jours, on va le faire à telle fréquence ou lorsque ce sera pertinent, mais il faut assurer vraiment une prévisibilité. Et peut-être un élément aussi qui permet de toujours garder un contact, là, on ne l'a pas abordé tout à l'heure, mais si des fois vous avez un site web, un intranet dans votre entreprise, ou peut-être même vous pouvez l'envoyer par courriel, vous pouvez avoir une foire aux questions avec les questions qui sont le plus fréquemment posées là, par vos employés, notamment en termes de communication interne, et de la rendre disponible. Ces questions-là, Jason les résumait bien tout à l'heure. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Qu'est-ce qui arrive? Quand on va revenir au travail? Ce genre de questions-là, comment je dois me protéger? Si je dois me présenter sur les lieux de travail? Donc, d'avoir cette banque-là qui est disponible, ça permet quand même d'assurer une certaine continuité, qu'il n'y ait pas de manque d'informations en flottement. La pertinence du message est hyper importante. Peut-être que, comme moi, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs entreprises qui communiquent pour dire qu'ils suivent toutes les mesures et tout ça. Oui, c'est important à un certain moment, mais à la 3e semaine de la crise, on peut présumer que l'ensemble des entreprises, soit sont en télétravail ou celles qui doivent travailler, mettent de l'avant l'ensemble des mesures. Donc, il faut toujours rester pertinent, il faut y aller avec la nouveauté. Même chose sur les médias sociaux. Il faut garder un ton, évidemment, qui tient compte de la situation et on peut se permettre d'y aller avec vraiment beaucoup de retenue par rapport à tout ce qui est offensive marketing. Là. Le Québec est sur pause, mais les offensive marketing aussi le sont par le fait même. Il faut se mettre dans l'esprit que les gens, il faut penser à la personne qui reçoit le message, dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Est-ce qu'il est prêt à recevoir ce message-là? Est-ce qu'il y a un appétit pour avoir des messages de façon régulière? Donc, il faut être capable de doser et de s'attarder vraiment aux besoins primaires de la clientèle à qui on parle. Merci. J'ai une autre question ici sur la relance. Donc, comment planifier avec autant d'inconnus et d'incertitudes? Planification court terme, moyen terme, certainement pas long terme. On peut envisager, mais certainement pas planifier le long terme. Donc, voici la question. Bien, moi, je pense que ce qui est important, c'est que les organisations ont quand même des plans d'affaires. OK? Donc, on ne veut pas réinventer complètement notre business ou nos objectifs d'affaires. Je pense que les objectifs d'affaires demeurent les mêmes, mais l'environnement a changé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est revenir à nos plans d'affaires puis voir comment est-ce qu'on peut les adapter pour faire face à la situation actuelle. Tu sais, ce serait une erreur, selon moi, que de se dénaturer complètement. Les entreprises qui sont là, qui opèrent, que ce soit depuis quelques années ou depuis plus longtemps,
ont une raison d'être, il y a un marché. Faut s'assurer de bien connaître notre marché, donc ce ne serait pas une mauvaise chose non plus de façon stratégique d'embarquer dans une espèce de planification stratégique lorsque la situation se présentera pour réfléchir, est-ce qu'on doit faire évoluer le modèle d'affaires? Est-ce que nos clients ont changé? Est-ce que nos cibles ont changé? Et ça va nous permettre vraiment de nous assurer d'être déjà prêts à partir le moteur, de le réchauffer au moment où il faudra partir puis enclencher le tout. Si on attend puis on est en mode stationnaire, hein, le principe d'inertie, là, ça ne sera pas notre ami présentement. Donc, il faut quand même créer de l'action, s'assurer d'être au fait puis de mettre à jour nos plans d'affaires et après ça, d'aller de l'avant avec ça, puis de mobiliser nos troupes. Hein. Comme je disais tout à l'heure, si on réussit puis qu'on est en mesure de mobiliser nos gens en les gardant informés, en établissant un lien de confiance, lorsque la business va repartir, je peux vous assurer que les gens vont avoir envie de vous aider. Si par contre, vous gérez mal la communication durant la période de crise ou vous sous-estimez l'importance de la communication, quand vous allez demander à vos employés de repartir la machine, ça va être long à repartir. Donc, assurez-vous, on dit fire all engine, assurez-vous que tous les moteurs fonctionnent en même temps pour pouvoir vous assurer de partir à une vitesse qui est une vitesse de croisière intéressante. Oui, puis la planification est vraiment clé. Puis on le voit avec certains clients qui travaillent déjà sur un plan de relance en ce moment. C'est certain que déjà plusieurs ont un certain plan, une certaine planification, mais il y a un exercice nécessairement de force, faiblesse, opportunité, menace qui doit être mené. Par exemple, pour ce qui est des personnes qui travaillent dans le transport en commun, faut se demander, bon, presque tout est arrêté. Est-ce que les gens vont avoir le goût de revenir dans les autobus? À partir de quel moment? Il faut prendre quelles mesures pour y arriver? Donc, il faut être capable d'essayer de voir, même à partir du moment où le confinement est levé, quels sont les autres freins ou les autres opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir aller saisir les opportunités dans le marché et de voir comment vous pouvez rassurer vos clientèles aussi et les amener tranquillement à reprendre leurs habitudes de façon plus normale ou la nouvelle normale. On pense par exemple, Ford actuellement fait des promotions où pendant 6 mois, tu achètes une voiture, tu n'as rien à payer, ou il y a un congé de paiement de 3 mois et Ford assure 3 paiements. Donc, eux, déjà, sont dans la relance, mais reportent. Mais il y a des actions déjà à prendre. Ça, vous pouvez en prendre maintenant pour assurer la continuité, mais il faut à tout le moins le prévoir des actions, même si on ne sait pas exactement de quoi demain est fait. Mais je pense qu'on peut le voir vraiment comme 3 étapes. Le confinement, la période de transition et la nouvelle normalité. Puis plus on planifie, plus on essaie d'anticiper ce qui va se passer, même si on n'est pas devin en ce moment, là, plus on risque de s'en sortir de façon, de bonne façon par la suite. Parfait. J'ai une autre question ici qui est plus une mise en situation, mais qui peut s'appliquer à plusieurs entreprises. Alors, je vous la lis. Nous sommes une entreprise à prestation de services essentiels. Nos employés doivent se déplacer pour venir et travailler et entre plusieurs endroits. Donc, au stade actuel de la crise, est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire de leur fournir une lettre de la direction qui explique la nature des services fournis et pourquoi ces personnes doivent se déplacer et ne sont pas confinées à la maison? Cette lettre d'autorisation serait au cas où nos employés seraient arrêtés par la police. Cette question vous est posée car nous vous demandons si les employés vont percevoir une telle action comme étant le reflet que notre entreprise est en contrôle ou bien l'effet sera inverse et va initier une certaine panique chez nos employés. Pour le moment, s'il n'y a pas d'autorisation de circuler qui est demandée, on n'en est pas à ce stade-là de la crise. Toutefois, déjà, il y a certains employés qui doivent justifier lorsqu'ils doivent changer de région, parce que certaines régions sont bloquées. Donc, s'ils veulent traverser du Bas-Saint-Laurent pour aller juste à côté en Chaudière-Appalaches, bien, ils ont besoin d'une autorisation, d'une attestation comme de quoi ils sont un service essentiel et doivent se déplacer. Comment ça peut être interprété, je vous dirais, en situation de crise comme normalement aussi, tout peut se présenter à condition de bien l'expliquer pourquoi on le fait. Et je vous dirais qu'il faut être à l'écoute aussi des employés. Est-ce que c'est une demande que vous avez? Est-ce que vous pouvez faire un appel à vos employés? Si vous avez un syndicat aussi avec qui vous pouvez jaser pour voir
si ça fait partie des préoccupations. Est-ce que les gens aimeraient avoir une attestation comme celle-là? Est-ce que vous avez des gens interrégions qui ont besoin nécessairement de justifier et qui apprécieraient avoir une lettre comme celle-là, ou tout simplement de peut-être demander à vos employés, est-ce que vous aimeriez que nous produisions une attestation? Ce n'est pas nécessaire en ce moment, le niveau de confinement ne le requiert pas, mais si ça peut vous rassurer de l'avoir, on est en mesure de vous le produire. Donc, ce n'est pas nécessairement de l'imposer si ce n'est pas demandé par les autorités, mais à tout le moins peut-être de le rendre disponible si vous sentez qu'il y a un besoin à cet effet-là. Donc, malheureusement, le temps file à vive allure et nous allons devoir vous poser une dernière question avant la toute fin. Donc, j'ai beaucoup de questions concernant les outils disponibles pour rester en contact avec les employés, même mis à pied. De quelle façon le faire? Et notamment lorsque ce sont des gens en entreprise manufacturière ou en usine qui sont moins outillés au niveau technologique. C'est sûr que c'est un défi de communiquer avec les gens si on n'a pas déjà préétabli des moyens de communication. Moi, j'ai travaillé quelques années dans le commerce de détail, dans la restauration et dans un domaine où il y avait même des franchises, donc des franchisés. Donc, les employés n'étaient pas les employés de l'entreprise, mais bien l'employé du franchisé. On n'avait pas accès à leur courriel, leur adresse de courriel. Ça devient extrêmement difficile quand on est fermé ou quand on est en quarantaine ou quand les gens sont mis à pied. Donc, nul n'est tenu à l'impossible non plus. Donc, dans le sens où il faut trouver des solutions. Si vous êtes en mesure d'obtenir les adresses courriels des employés ou utiliser l'information qui est disponible dans les systèmes de paye. Donc, ça, c'est une chose qui peut être utilisée parce que très souvent, bien qu'on n'ait pas nécessairement l'adresse des employés selon l'industrie, on peut avoir l'adresse postale à la maison. Pour l'instant, le service postal peut fonctionner. On peut peut-être se servir de l'information des employés dans les systèmes de paye pour pouvoir faire des envois dans des situations où on n'a absolument aucune autre façon de les rejoindre. Mais c'est sûr que c'est important de garder un contact pour conserver le fameux lien d'emploi avec les gens. On comprend que dans la situation actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont mis à pied de façon temporaire, mais ça va créer un bassin de talent assez exceptionnel pour des entreprises pour faire du recrutement à la sortie de la crise. Donc, on sait à quel point la rareté de la main-d'œuvre avant COVID-19 était là. C'était difficile de recruter pour avoir des gens sur les différents corps de travail. Si vous ne gardez pas un lien d'emploi, si vous ne gardez pas une communication ouverte, ça pourrait se traduire en fait à de la migration d'employés d'une entreprise à une autre ou d'une industrie à une autre. Si vous êtes dans une industrie hautement spécialisée et que la main-d'œuvre est rare, assurez-vous d'entretenir ce lien de communication-là, sans quoi ça pourrait avoir un impact sur votre capacité après ça à opérer. Donc, je ne sais pas, Marie-Christine, de ton côté, si tu avais un point là-dessus, mais je pense que ça, de façon générale, ça serait quelques conseils là, que je pourrais donner. Oui, de garder un lien, évidemment. Des fois, si on a de la difficulté à rejoindre les gens, faut penser à nos gestionnaires. En plus, souvent, les gestionnaires veulent participer à l'effort, dépendamment comment vous êtes structuré. Mais s'il y a par exemple, des gens sur le terrain, des gens en usine qui sont superviseurs, bien, eux peuvent avoir souvent les coordonnées. Puis des fois, dépendamment si ces personnes-là sont toujours en poste, bien, c'est de lâcher un petit coup de fil puis de garder cette relation-là humaine. Puis on s'aperçoit que les gens ont beaucoup besoin en ce moment de ce contact humain-là. J'ai jamais fait autant de vidéoconférences dans ma vie. On fait même des 5 à 7 par vidéoconférence. Donc, si c'est possible aussi d'être imaginatif, de trouver des façons pour garder l'esprit d'équipe, même des fois dans les plus petites entreprises, l'esprit de famille, les gens ont besoin. Donc, si on est capable de répondre à ça, on va être capable aussi de conserver un certain lien d'engagement, puis un sentiment d'appartenance au sein de nos entreprises malgré la distance. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci, Jason. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais je peux vous assurer que les conseils que vous nous avez partagés aujourd'hui étaient extrêmement pertinents et je suis persuadée que les gens qui ont pu assister à ce webinaire en ont profité pleinement. Juste pour que vous sachiez, à tous les gens qui sont en ligne présentement, jeudi prochain, à la même heure, à 9h30, nous allons également refaire un nouveau webinaire avec M. Michel Villa, qui est formateur boursier. Le sujet de son webinaire, le savoir-être, la clé de la réussite en bourse. Donc, je vous invite tous à y participer.
Si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'hésitez pas à le faire via réseaumallette@mallette.ca. On va vous fournir l'information pour pouvoir y être la semaine prochaine. Donc, encore une fois, Jason et Marie-Christine, je vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui. Et si les gens veulent communiquer avec vous pour des questions par rapport à la communication et les relations publiques, nous allons mettre à l'écran vos coordonnées pour la suite des choses. Donc, merci à vous. Merci beaucoup.